Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler lecture. Il y a un petit tas qui se trouve ici. De l'autre côté, il y a mes lectures en cours dont je vais vous parler évidemment après tout cela. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec une BD. C'est celui-ci, L'Or Olympus, le volume 2, écrit par Rachel Smythe. C'est aux éditions Hugo BD. J'avais lu le premier volume il y a vraiment pas longtemps. J'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé. Le second volume vient juste de paraître, donc je n'ai pas attendu. J'ai directement craqué pour l'acheter et je suis vraiment contente de l'avoir fait et de l'avoir poursuivi. Donc ici, on va continuer en fait l'histoire qu'on avait eue dans le premier tome, suivre donc l'histoire entre Hadès et Perséphone, qui est ici donc une réécriture de leur histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réécriture se passe de nos jours. C'est donc une idée très originale et très intéressante. C'est vraiment un très très beau livre, hein. Je vous en avais parlé un peu plus longuement dans la vidéo où je parle du premier tome, donc je vais pas passer des heures sur celui-ci. En plus, c'est un second volume. On poursuit l'histoire entre ces deux personnages. Il y a toujours des thématiques un peu difficiles qui sont abordées. On continue évidemment dans le même style que pour le premier tome. Donc il y a par exemple la maltraitance. On aborde aussi le thème des relations toxiques, mais c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien fait et le livre est juste magnifique, tout comme le premier d'ailleurs. Je vais continuer avec celui-ci qui est une BD qui s'appelle La légende oubliée de Perceval. C'est le livre 1 sur 4. C'est ici aux éditions Vent d'Ouest et c'est une BD que j'avais vue depuis un petit moment et j'hésitais à la prendre, je la trouvais jolie. Donc ça va tourner évidemment autour de tout ce qui concerne les chevaliers de la table ronde, Arthur et ses légendes, etc. Donc je trouvais la thématique intéressante et j'avais envie de le prendre, de craquer depuis un petit moment, mais je m'étais retenue et cette fois-ci j'ai pas hésité, je l'ai acheté et je l'ai déjà lu. C'est vraiment des jolis dessins, je peux vous montrer quelques planches. Hop, ce sont des dessins comme ceci. Voilà, comme ceci. Et dans cette histoire, nous allons évidemment suivre Perceval. Perceval qui est un jeune garçon qui est élevé par sa mère et qui va tout à fait par hasard faire la rencontre d'une fée. Une fée qui, elle, a une grande mission. Donc on va suivre en fait ces deux personnages. D'un côté, on a Perceval qui lui rêve de devenir un chevalier du roi Arthur. Et il ignore tout de son père. Évidemment, son père apparemment est un personnage important dans l'histoire qui est décédé. Dans le premier tome, on apprend simplement ça. Par la suite, à mon avis, ça va être un petit peu plus développé. Et au niveau de cette petite fée, elle a une mission capitale à accomplir pour la sauvegarde de son peuple. Et donc, ils vont se rencontrer tous les deux et décider de poursuivre leur petit bout de chemin ensemble. C'est vraiment un premier tome très chouette, assez prometteur, dans une ambiance de chevalier, de guerre, de fantaisie évidemment, vu qu'on a le monde des fées qui fait partie intégrante de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et je poursuivrai évidemment sans aucun doute la suite dès qu'elle sera parue. C'est 1 sur 4, donc ça je trouve ça bien. On sait tout de suite qu'il y en aura 4, d'ailleurs ils sont ici montrés à l'arrière. Donc je poursuivrai une fois qu'elle sera disponible. À présent, un petit manga que j'ai pu lire. Donc c'est Shark Panic numéro 1. Donc c'est écrit par Tsukasa Saimura et on est aux éditions Omake Manga. Je l'ai vu aussi par hasard. Moi, j'aime assez bien tout ce qui concerne les requins, tout ce qui concerne les films avec des requins, les documentaires avec des requins, des livres avec des requins. Donc, quand j'ai vu ce manga, je me suis dit que ça pouvait être chouette. Au niveau de l'histoire, on a donc 7 amis d'école qui vont décider de se revoir et qui vont partir en bateau pour faire une petite balade et pour profiter de l'océan et rattraper un petit peu le temps perdu. Et évidemment, ils vont être attaqués par un énorme requin. Ils vont être bloqués sur place à cause de leur bateau qui va être en panne et ils vont se trouver dans une situation évidemment bien délicate et très dangereuse. Et ils vont essayer évidemment de sauver leur peau. Et ce requin a bien l'air décidé de ne pas les laisser tranquilles
il a l'air extrêmement affamé. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est une ambiance requin, il y a des attaques, il y a du sang, il faut aimer évidemment ce style. Si vous aimez ce style, je pense que vous allez passer un bon moment avec celui-ci. Il y a des choses qui sont pas très cohérentes parce que au niveau de la taille du requin, on parle d'un requin blanc, mais ici ça ressemble plus à un mégalodon qu'à un requin blanc. Mais voilà, il faut le prendre comme il est évidemment, mais voilà, moi j'ai passé un bon moment, ça se lit bien, c'est fluide, petite ambiance dans de la mer avec le requin qui veut pas lâcher ses 7 jeunes. Et il y a aussi toute une petite histoire au niveau des relations et des relations entre ces jeunes, et on va un petit peu plus voir le caractère évidemment de ces jeunes face au danger, face à la mort. Donc c'est assez intéressant au niveau des dessins. Hop, on est sur ce genre de planche, donc c'est des dessins classiques, hein, sympas. Voilà. Donc, une dernière. Voilà. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, ça se lit bien, c'est fluide, c'est sympa. Si vous aimez pas les requins, si vous avez peur de ça, enfin peur c'est même pas le mot parce que moi j'ai peur des requins, mais je suis intéressée par les requins, ce qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, si vous êtes intéressé, si ça vous pouvez passer, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller vers celui-ci. Pour la suite, je vais vous parler de celui-ci qui est La Louve Cathare de Mireille Calmel. On est aux éditions Pocket et c'est le second tome. Un second tome que j'ai lu assez rapidement. J'avais lu le premier tome il n'y a pas longtemps, j'avais beaucoup aimé et j'avais même été chercher le second tome pour pas devoir attendre trop longtemps avant de poursuivre et de connaître la suite. Je vais pas évidemment trop vous parler du second tome, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va poursuivre les aventures du personnage de Grifonel. Donc Grifonel qui dans le premier tome voit sa mère se faire assassiner sous ses yeux par un homme, un noble qui s'appelle Amaury de Montfort, et elle apprend qu'elle a été assassinée à cause d'une mine, une mine d'or qui appartenait au Cathare, et donc elle va partir un petit peu à la découverte de son passé, du passé de sa mère, apprendre plein de choses sur cette mine Cathare. Il y a aussi le roi qui est à la recherche, donc les proches du roi qui sont également à la recherche de cette mine. Et dans le premier tome, justement, le roi va décéder, donc c'est son fils Louis qui va prendre le relais. Louis qui est un jeune homme qui justement a rencontré Grifonel, qui en est tombé un peu amoureux. Donc il y aura aussi la suite avec l'histoire d'amour entre Louis et Grifonel. On aura la quête de cette mine Cathare. Il y a aussi toute une histoire de vengeance évidemment, parce que il va arriver évidemment plein de choses à Grifonel. Je vais pas vous en dire trop, mais franchement c'était vraiment très agréable. Donc on se trouve en France, hein, dans les années 1200 quelque chose, 1220, quelque chose comme ça. C'est une époque vraiment intéressante avec tout ce qui concerne la religion cathare, ce qui est aussi intéressant à ce niveau-là. Donc on est ici dans un livre historique, donc si vous appréciez ce style, je pense que vous apprécierez vraiment celui-ci. C'est fluide, ça se lit vraiment bien. L'histoire elle est très très chouette, il y a des surprises, il y a des rebondissements. C'est vraiment bien fait. Moi j'ai adoré cette histoire, aussi bien le premier que le second tome. Donc voici pour celui-ci. Je poursuis avec un petit conte, en tout cas une petite réécriture de conte. C'est Belle de Robin McKinley. On est aussi aux éditions Pocket ici. Je vous en avais un peu parlé brièvement la semaine passée parce que c'était ma lecture en cours. Enfin, je pense que j'avais lu un chapitre la semaine passée, mais je l'ai terminé. La couverture est toujours aussi élégante, je trouve, avec les dessins en doré et sur le petit fond noir. Je trouve ça très joli, très élégant. Donc ici, on est clairement dans une réécriture de l'histoire de La Belle et la Bête, hein, avec les éléments roses, château, etc. Ici, c'est une histoire qui diffère un petit peu de celle que nous connaissons. Dans cette histoire, Belle a deux sœurs qui sont étrangement plus jolie, vraiment plus jolie qu'elle. Belle ici est décrite comme une jeune fille assez quelconque, pas spécialement jolie en tout cas au début de l'histoire. Et elles vivent dans la ville. Leur père est un marchand commerçant qui a une certaine fortune, donc il vit grâce au commerce de ses bateaux. Et malheureusement, il a envoyé plein de bateaux rechercher
des marchandises, etc. Et les bateaux vont un petit peu se perdre en mer. En tout cas, ils ne reviennent pas. Du coup, le marchand et sa famille vont perdre toute leur fortune et vont devoir quitter la ville pour se rendre dans la campagne, dans une petite maison isolée vraiment dans l'arrière-pays, vu qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Donc ils vont prendre leurs affaires, en tout cas ce qui leur reste, qui n'a pas été vendu, et prendre le chemin de cette petite maison qui se trouve dans un petit village où ils sont extrêmement bien accueillis par les gens, mais du coup il n'y a plus tout le côté luxueux avec des cuisiniers, des servants et tout ça, des jardiniers. C'est à eux, donc Belle, ses deux sœurs et leur père, de faire tout le travail de maison et aux alentours. Mais apparemment, ça ne pose pas de problème. Ils s'adaptent extrêmement bien à cette nouvelle vie. Et on va leur apprendre que donc la maison, elle est toute proche d'un bois. Et la consigne, c'est de ne pas aller dans ce bois parce qu'apparemment, il se passe des choses un peu mystérieuses, un peu étranges. Et leur père, lors d'un voyage, en tout cas du retour d'un voyage, va malheureusement se perdre, se retrouver dans ce bois, et il va se retrouver face à un grand château où il va rencontrer évidemment une bête. La bête va le laisser partir, rentrer chez lui, mais en échange, il va lui demander soit de revenir pour être mis à mort, soit de lui renvoyer une de ses filles. Donc c'est Belle qui va se dévouer, va se sacrifier et qui va revenir au château. Et là, on va voir évidemment toute la relation entre la Belle et la bête, avec toujours une histoire de malédiction. Donc c'est assez similaire, semblable à l'histoire, avec quelques petites différences. Donc franchement, moi j'ai bien aimé cette lecture. C'est un petit livre. C'est un petit livre, mais au niveau des pages, vous voyez, c'est assez dense. Il n'y a pas vraiment d'échange, de dialogue. C'est beaucoup du texte à la suite l'un de l'autre. Donc je pensais le lire assez vite. Enfin, j'ai pas mis des heures non plus, hein, mais je pensais le finir beaucoup plus vite. Mais étant donné que le texte était assez dense et pas beaucoup d'échanges, de dialogue qui permet de tourner les pages plus vite, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Mais en soi, il est vraiment pas gros, il fait 250 pages, un truc comme ça, peut-être un peu moins de 250 pages. Et si vous aimez les contes, les réécritures de contes, ben ça va tout à fait vous plaire, hein. Moi, j'ai bien apprécié cette histoire. Il y a juste que la partie entre la Belle et la Bête, donc vraiment la relation, la rencontre entre la Belle et la Bête et la vie qu'elle va mener avec la Bête arrive un petit peu tard dans le livre. On passe vraiment beaucoup de temps au début avec sa famille, en fait, avec ses sœurs, avec leur père, leur vie dans la ville, puis leur vie dans cette maison de campagne. L'arrivée de la Bête est se fait assez tardivement dans le livre et se finit assez vite. C'est assez court à ce niveau-là, mais bon, après c'est pas extrêmement dérangeant, évidemment qu'on connaît l'histoire, donc ça va pas être une découverte au niveau du conte. Donc voilà, j'ai pas été spécialement dérangée, mais ça m'a fait un petit peu tiquer en me disant ça prend son temps avant qu'on arrive à la rencontre avec la bête, et comme le livre est pas gros, du coup c'est assez court. Mais bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement désagréable, et la façon de voir Belle est assez originale, étant donné que au début elle est une jeune fille qui est la moins jolie de ses sœurs. Ses sœurs ont beaucoup de succès, elles ont directement des prétendants, hein, des demandes en mariage, tandis que Belle, elle est vraiment un petit peu recluse, mise à l'écart parce qu'elle est pas super jolie. Elle est évidemment fort intéressée par les livres, et elle reste un petit peu dans son petit espace personnel où elle se concentre sur les livres et sur ses tâches quotidiennes dans la maison de campagne, donc où ils ont dû s'installer, et c'est pas mis en avant. Voilà, c'est pas la jeune fille qui fait tourner la tête à tout le village, au contraire. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et après il y a une évolution qui se fait grâce à la rencontre avec la bête. Donc voilà, c'était une histoire assez intéressante et une réécriture de conte vraiment sympathique. Lecture suivante, c'est celui-ci, Le Cercle de Bernard Minier, toujours aux éditions Pocket. Je vous en avais parlé étant donné que c'était ma lecture en cours, et je l'ai terminée et ça se lit super vite. Il y a un moment donné, je pense que j'étais plus ou moins à la moitié, et j'ai pas su le lâcher avant la fin. J'ai d'ailleurs été me coucher assez tard parce que je n'arrivais pas à le lâcher, et qu'il fallait absolument que je termine
J'ai vraiment bien aimé. Donc c'est la seconde enquête avec le commandant Martin Servaz. Le premier c'est Glacé et ensuite on a celui-ci donc qui est une enquête différente mais toujours avec le personnage principal qu'on a retrouvé, qu'on a connu plutôt, qu'on a rencontré dans Glacé. Donc ici dans cette histoire, on est à Marsac qui est une petite ville universitaire hein, et il y a une femme, un professeur justement qui est retrouvé assassiné dans sa baignoire et on voit clairement qu'il s'agit d'un meurtre violent, on peut dire, très violent. Il y a un suspect qui va rapidement être appréhendé, arrêté, mais la question est, est-ce qu'il s'agit vraiment du meurtrier? Toute la question est là. Il y a d'autres crimes qui vont avoir lieu aussi dans cette petite ville universitaire qui est à la base assez tranquille. Hein. Et justement, le commandant Servaz va tenter de faire la lumière sur tout cela. Donc je vais pas trop vous en dévoiler, ça c'est au niveau de l'histoire. Donc on a cet assassinat évidemment qui est l'enquête principale de cette professeure et on va essayer au fil de l'enquête du commandant Servaz, on va voir plein de liens, plein de secrets, plein d'embrouilles, plein d'enroules. Enfin toujours, il y a toujours plein de choses, vraiment plein de surprises, plein de rebondissements. On suit certaines pistes puis on se rend compte que c'est pas ça, on va vers d'autres choses, on se rend compte que c'est pas ça. Enfin c'est vraiment bien amené. J'aime toujours autant le style de Bernard Minier, j'étais vraiment très contente de poursuivre avec celui-ci, avec Le Cercle, qui est un thriller qui est rondement mené, vraiment avec, comme je vous ai dit, plein de rebondissements et des révélations en fait qu'on retrouve jusqu'au bout. Le personnage du commandant Servaz ici n'est pas décrit, n'est pas montré comme un super héros, donc ça c'est aussi agréable. C'est vraiment un homme qui a son passé, qui a ses douleurs, qui a ses blessures, qui a été meurtri par la vie, donc ça en fait un personnage très humain en fait. C'est pas le super policier, le super inspecteur qui est blindé, que rien n'atteint et qui fonce dans son enquête. C'est vraiment pas ça. On a un personnage qui est touchant, qui est humain et qui a aussi ses doutes, qui a eu aussi ses blessures. Donc voilà, je trouve ça intéressant de travailler ce style de personnage, un personnage qui est plus psychologique du coup. Et voilà, malgré son épaisseur, hein, le livre il est assez épais, comme je vous l'ai dit, ça se lit vraiment très très vite. Moi, j'avais lu assez régulièrement la première moitié et puis j'ai pas pu m'empêcher de finir complètement la seconde moitié parce que j'arrivais pas à le lâcher et il fait quand même combien de pages? 784. Donc ça se lit très bien, le rythme est soutenu. Il se passe plein de choses, il se passe vraiment plein de choses. Je vais pas trop vous en dire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans le premier tome, Glacé, on avait retrouvé un personnage qui est le personnage de Julian Hirtman, qui était le serial killer là, qui était enfermé dans cette prison psychiatrique. Évidemment, il y a de nouveau son ombre qui va planer dans ce livre. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ce personnage est plus ou moins retrouvé dans celui-ci. Donc je trouve ça très chouette d'avoir aussi un suivi et une suite par rapport à ça. Le prochain, je pense, sera toujours avec le commandant Servaz comme personnage principal. C'est N'éteins pas la lumière et je l'ai dans ma pile à lire, dans mon énorme pile à lire, parce que je sais que je vais pas trop tarder pour continuer justement poursuivre la lecture, parce qu'évidemment à la fin on nous laisse avec un gros rebondissement au niveau de la vie du commandant Servaz. Donc je vais poursuivre très prochainement la suite. Alors, je passe à quelque chose de plus léger, qui est une lecture jeunesse. C'est celui-ci, Le Chant des fantômes. C'est écrit par Idor Fawcett. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une de mes dernières acquisitions, un de mes derniers achats. Je trouvais la couverture trop jolie et le dos était intéressant. Je l'ai lu assez vite, mais voilà, c'est de la jeunesse, hein, donc vous le savez, c'est beaucoup plus fluide, c'est aéré, c'est espacé. C'est un petit livre de 300 pages, 420, mais bon, voilà, ça se lit assez vite. Donc au niveau de cette histoire, on va suivre en fait une princesse qui s'appelle Noah, qui a 11 ans quand on la rencontre au début de l'histoire. Il y a son frère Julian qui est son grand frère, donc je crois qu'il y a un truc du style 15-16 ans. Et il y a aussi leur petite sœur qui est beaucoup plus jeune. Et en fait, on va suivre ce trio. C'est 3 enfants qui ont dû en fait quitter leur royaume parce qu'il y a eu un coup d'état à la mort de leur mère, la reine. Donc ils ont été obligés de fuir
pour pas se faire capturer ou tuer. Donc ça démarre assez vite et on apprend en fait que les personnages peuvent avoir des pouvoirs magiques. Donc ici, le grand frère, Julian, il a pas mal de particularités magiques qui sont déclenchées, donc qui sont réalisées grâce à des chants dans un langage magique. Donc ici, ils vont fuir et Julian, le grand frère, va justement créer une île magique qui permet justement de naviguer, de se déplacer sur l'océan. Donc ça va être leur terre d'exil. Ils vont se retrouver sur cette île qui est justement dessinée ici, qu'on retrouve sur la couverture. Ils partent avec quelques partisans aussi et ils fuient justement le nouveau roi, en tout cas le nouveau tyran qui a pris le pouvoir et qui les recherche, qui les pourchasse sans relâche. Et ils vont rester sur cette île, les années vont passer et leur objectif évidemment à tous les trois c'est de récupérer leur royaume, de récupérer le trône, de récupérer leur héritage. Donc on apprend voilà que cette famille royale a des pouvoirs magiques, qu'il y a d'autres mages qui ont aussi des pouvoirs magiques grâce à des chants. Et Julian, lui, il a un très très grand pouvoir et la petite sœur également a quelques talents, mais Noah n'en a pas du tout. Donc elle est un petit peu pas complexée, mais disons que ça la chiffonne un petit peu de pas avoir de pouvoir. Par contre, elle est vraiment très très intelligente et elle a un esprit stratège vraiment incroyable. Donc elle a d'autres aussi aptitudes et elle compense entre guillemets avec ça. Et pour pouvoir reprendre leur trône, il y a une solution qui apparaît, c'est de retrouver des champs magiques qui sont oubliés depuis des années. Donc ces champs magiques, si on arrive justement à les maîtriser, ça pourrait être un atout justement pour retrouver leur royaume, leur trône. Donc ils vont se mettre à la quête de ces champs magiques. Ça c'est un petit peu au niveau de l'histoire. Je vais pas vous en dévoiler plus parce que je pense pas que ce soit nécessaire et puis c'est bien aussi d'avoir la surprise. Mais sinon voilà, j'ai passé un bon moment. L'univers est vraiment très sympathique. Cet univers avec des champs magiques est très intéressant. Les personnages aussi sont attachants. Le personnage de Noah par contre, il y a juste un truc qui m'a un peu particulier parce que qui m'a un petit peu perturbée parce que au début, donc quand ils quittent leur terre pour l'île magique, elle a 11 ans et ils vont passer quelque chose comme 2 ans à parcourir les océans et essayer justement de reprendre le trône, le royaume. Donc c'est une jeune fille qui a 13 ans au milieu du livre et je trouve qu'elle a vraiment des réactions, des réflexions extrêmement matures pour une jeune fille de 13 ans. Ça a plus l'air en fait d'être une personne plus adulte qu'une très jeune fille de 13 ans, mais bon, ça c'est un détail. Donc moi ça m'a un petit peu perturbée par moment, mais ça ne m'a pas empêché de faire la lecture. Donc voilà, c'est vraiment une lecture agréable. Les liens entre les frères Julian et ses deux sœurs sont vraiment très très forts. Ils sont extrêmement soudés. Donc ça j'ai trouvé vraiment attachant comme aspect d'avoir ce pouvoir en fait, cette intensité dans les relations entre les frères entre le frère et ses deux sœurs qui font que voilà, ils sont aptes à justement faire face à tous les dangers, à toutes les difficultés. C'est ça clairement qui fait leur force. Donc c'est un très chouette aspect du livre. Il y a certains éléments par contre qui sont pas assez approfondis à mon sens, mais bon, ça reste une agréable lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire, mais également par exemple notamment par rapport à leurs parents. Surtout au niveau du père, je trouve que c'est pas assez approfondi à ce niveau-là, mais bon, ça n'empêche pas la lecture. L'univers est vraiment sympa, cet univers magique, ces personnages soudés, cette fratrie, elle est vraiment intéressante. Et il y a aussi tout ce qui concerne justement les relations entre Noah et son frère. Parce que Julian, c'est un ado aussi, il n'est pas beaucoup plus âgé que sa sœur et il a beaucoup de poids sur ses épaules, il a beaucoup de responsabilités et aussi tout ce pouvoir et toutes ces... Oui, ce chien, il aboie constamment. Chaque fois qu'il fait sa promenade dans la rue, matin et soir, il aboie. Donc, et je sais pas sur quoi il aboie parce qu'il n'y a rien dans la rue, donc c'est bizarre. Mais soit. Et donc, qu'est-ce que je disais ?
oui, le fait que Julian, ben, il ait toutes ses responsabilités, tout ça, il a vraiment besoin de sa sœur parce que parfois, ben, il a un peu du mal à gérer tout ça. Le pouvoir aussi, ben, ça amène une certaine noirceur, si je puis dire. Ça peut vite faire perdre pied. Et justement, Noah est un petit peu ce moyen qu'il a de s'ancrer, de rester justement les pieds sur terre. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui sont très intéressants dans cette lecture et j'ai vraiment bien apprécié ce livre. Franchement, c'était sympa. Je termine par celui-ci qui est Bord de terre. C'est écrit par Julia Thévenot. On est aux éditions Sarbacane. On est aux éditions Sarbacane. Je vous l'avais présenté, je pense, la semaine passée, qui c'était ma lecture en cours. J'avais très envie de le commencer. Le livre est vraiment très beau, hein. Il est magnifique, vraiment magnifique. J'avais juste lu une centaine de pages, si je me souviens bien, la semaine passée. Depuis, je l'ai bien évidemment terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ici, on va suivre Inès, donc qui est une jeune fille de 12 ans, et son frère qui s'appelle Tristan, qui a 16 ans. Et Tristan a des troubles autistiques, donc c'est un jeune homme qui a des réactions bien à lui particulières, mais voilà, entre lui et sa sœur, c'est vraiment un lien, il y a vraiment un lien très fort, ils sont très soudés, ils s'entendent vraiment très bien. Et lors d'un séjour dans un camping pour des vacances, tous les deux, par le plus grand des hasards, vont basculer dans un... Ils vont plutôt traverser, je sais pas trop comment le dire, mais bref, ils vont se retrouver dans un univers parallèle. Un univers parallèle qui s'appelle Bord de terre. Et dans cet univers, le chant, donc justement, on est encore dans une ambiance de chant qui permet d'amener quelque chose. Je trouve que cette idée est vraiment très intéressante à travailler. Donc ici, c'est exploité d'une façon différente, mais le chant, donc, de nouveau, permet de faire des choses, de réaliser des choses. Ça permet de... En fait, ça fournit de l'énergie. Donc ça permet de faire vraiment tourner la ville de Bord de terre. Et on va apprendre que la ville est très hiérarchisée, hein. Les puissants sont en haut au niveau du sommet de la hiérarchie. Ils ont plein d'avantages, ils ont une vie luxueuse et tranquille, et que les personnes plus basses dans la société sont un petit peu exploitées, enfin même pas un petit peu, sont assez bien exploitées, malmenées, meurtries. Apparemment, il y a quelques années, il y a eu une révolution justement pour changer le système qui a très mal fini, et du coup maintenant tout le monde a l'air d'un petit peu craindre évidemment le système mis en place, parce que à la moindre petite incartade, il y a directement des punitions qui sont prises, donc la prison ou quelque chose d'autre plus grave. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement strict, extrêmement sévère, extrêmement cadré. Et donc on a ces deux jeunes qui vont arriver dans cet univers dont ils ignorent tout évidemment, et ils vont devoir s'adapter. Donc ici, on a Tristan et Inès qui vont être séparés. L'un va se retrouver avec le petit peuple, si je puis dire, hein, sans rien de négatif, et l'autre qui va se retrouver avec les personnages plus influents, plus riches. Ils vont plus ou moins oublier au début, en tout cas, leur passé, leurs liens, etc. Ils vont faire chacun leur petit bout de chemin, ils vont évoluer. Celui qui va se retrouver avec le peuple, tout simplement, va se rendre compte de la dureté de la vie et va comprendre qu'il y a de nouveau une volonté de, entre guillemets, se révolter, en tout cas de changer les choses. Et l'autre, il va se retrouver dans un univers où le confort et le luxe sont très accessibles, sont à portée de main. Mais voilà, tout n'est pas non plus tout rose dans ce monde luxueux, et chacun a sa tâche, en tout cas, pour faire fonctionner la société. Je vais m'arrêter là pour l'explication, mais franchement, c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très fait, c'est vraiment très bien fait. J'ai adoré, ça se lit tout seul, c'est excellent. Il y a plein d'éléments, le monde de Bord de terre est vraiment très bien fait, très bien structuré, on est à fond dedans, on suit le personnage d'Inès, le personnage de Tristan, on suit aussi leur éloignement, leur rapprochement, c'est
C'est vraiment très très bien. Franchement, j'ai adoré. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez, mais franchement, c'est une lecture à faire. Si vous aimez évidemment ce style, hein, si vous aimez pas tout ce qui concerne un petit peu de la fantaisie, de la magie, des chants qui donnent un certain pouvoir, etc., ben alors ça ne va pas beaucoup vous parler, mais franchement j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment une excellente lecture et je suis vraiment très contente d'avoir pu la faire. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites et actuellement je lis quelques livres. J'ai 2 grands formats. Alors, j'ai commencé celui-ci, donc qui est le livre des choses cachées. C'est de Hugo Thriller au niveau des éditions et c'est écrit par Francesco Dimitri. C'est un livre que j'ai trouvé par hasard. Enfin, c'est en me baladant dans un bibliopolis. Je l'ai trouvé sur un rayonnage et apparemment il a reçu, enfin il y avait un bandeau mais moi je l'ai retiré, mais apparemment il a reçu un prix pour le thriller étranger, quelque chose comme ça, je sais plus exactement quel prix. Donc ça m'a intriguée et l'histoire au dos avait l'air intéressante. J'ai un petit peu avancé, j'ai lu une centaine de pages, il y en a un peu plus de 300. Donc il y en a 380 exactement. Et au niveau de cette histoire, d'après ce que j'ai pu lire, on va suivre quatre garçons. Enfin, en tout cas, il y a une double temporalité. Enfin, on est au présent, donc ils sont adultes, mais il s'est passé quelque chose quand ils étaient ados. Et on va un petit peu... apparemment, il s'est passé quelque chose de grave quand ils étaient ados. Ça impacte leur vie actuelle d'adultes. Donc, on a ces 4 personnages qui sont Fabio, Tony, Mauro et Art. Donc comme je l'avais dit, il s'est passé quelque chose pendant qu'ils étaient ados. Il y en a un des 4 qui a disparu pendant 7 jours et quand il est réapparu, il n'a pas dit en fait ce qui s'était passé, il n'a pas voulu en parler. Donc la police et les gens du village, parce qu'on est en Italie, oui on est dans les Pouilles, les gens du village pensent qu'il a simplement fugué. Et lui, il laisse cette version en fait s'installer et il veut rien dire de ce qui s'est passé. Mais apparemment, il s'est passé quelque chose de pas très catholique, mais on sait vraiment pas quoi. Et ils se retrouvent chaque année, tous les 4. Ils ont fait un genre de pacte de tous les ans, se retrouver tous les 4 parce que la vie d'adulte fait qu'ils ont pris des chemins différents, des voies différentes, qu'ils ont quitté le village, qu'ils ont fait leur vie professionnelle et familiale ailleurs. Et c'est justement cette année-ci où ils sont censés se retrouver. Et de nouveau, ils se retrouvent avec Fabio, Tony, Mauro et Art, donc le personnage qui justement avait disparu pendant 7 jours il y a 17 ans, un truc comme ça, n'est pas présent pour ce pacte. Alors qu'apparemment c'est lui qui était le plus constant dans ce pacte, qui voulait absolument pas lâcher malgré les années. Il tenait à ce que cette réunion se fasse. Et là, justement, il a disparu et personne ne semble savoir où il est. Donc voilà, ça c'est apparemment une disparition qui se reproduit à nouveau et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Franchement, ça a l'air intéressant, ça m'intrigue cette petite histoire. Je vais le continuer bien évidemment. J'ai également commencé celui-ci, donc Un sort noir et éternel. Ça fait un moment qu'il était dans mon chariot et là j'ai eu envie de le lire. C'est une belle brique, il est assez gros, mais franchement ça se lit bien, ça se lit fluide parce que au niveau de l'écriture, de la mise en page, je vous montre, c'est assez aéré. Hein. Donc il y a des grosses marches et l'interligne est assez large, donc franchement ça se lit très vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je suis à la page 183 et j'ai pas lu des heures dessus non plus, mais c'est apparemment une réécriture de nouveau d'un conte, réécriture de La Belle et la Bête. Décidément je suis dedans. Je savais pas en le prenant parce que il est dans mon chariot, mais j'achète souvent des livres sans vraiment regarder l'arrière de couverture. Je sens qu'ils ont l'air sympathiques et donc je les achète sur base du titre et j'ai la découverte en les lisant. Donc ici, j'avais pas vraiment regardé ce qui se passait à l'arrière et en commençant en fait à lire, je me rends compte qu'effectivement c'est de nouveau une réécriture de La Belle et la Bête parce qu'on va suivre de nouveau une jeune fille qui s'appelle Harper et cette jeune fille, c'est assez intéressant parce qu'elle a un handicap physique et elle va se retrouver dans un univers, dans un monde qui est atteint, qui subit, on peut dire, oui. Bref, un monde qui subit une malédiction évidemment et elle va rencontrer un prince
et son garde du corps. Et elle va un petit peu découvrir, ben oui, que elle vit dans un monde tel que le nôtre et tout d'un coup elle va se retrouver dans un monde où il y a un château, il y a un prince, il y a des brigands, des gens avec des épées. Donc voilà, ça choque un petit peu. Et je suis au tout début, hein, donc j'ai pas lu beaucoup plus. Elle, sa première idée, c'est évidemment de s'enfuir, mais on ne quitte pas cet univers parce que il est justement enchanté et il y a un maléfice qui a lieu, donc voilà, il n'y a pas moyen de s'échapper et elle va commencer un petit peu à poser des questions, un petit peu à s'intéresser et découvrir ce qui se passe exactement. Moi j'en suis là pour l'instant et franchement ça se lit bien, c'est fluide, l'univers est sympa. Je sais pas trop vous en dire pour l'instant vu que voilà, je suis là et il y a encore tout ça à lire. Il y a presque 800 pages je crois, il y en a 700... Ah non, pas 800, il y en a 700. Mais donc voilà, je suis à la page 183, il y en a 700, donc j'ai encore à faire. Mais comme je vous dis, c'est une grosse brique, mais ça se lit vraiment très très vite. Hein. C'est fluide, c'est léger, ça s'enchaîne. Donc voilà, bon rythme de lecture. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Ça c'est pour les grands formats. J'ai également pris deux formats de poche pour des lectures en cours. Le premier c'est celui-ci, c'est Les filles du manoir Foxcott. Oui, Foxcott. Aux éditions 10-18, c'est écrit par Eve Chasse. Et c'est un choix qui a été décidé via Instagram parce que j'hésitais entre deux romans et finalement j'ai demandé en fait l'avis des personnes qui me suivent sur Instagram et celui-ci a été sélectionné haut la main, donc je suis assez contente parce que c'est un livre que je viens d'acheter, je viens d'aller chercher, qui m'intéressait, qui a un petit côté mystérieux, enfin bref, il m'intriguait beaucoup, donc je suis contente qu'on l'ait sélectionné, même si l'autre me tentait aussi, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu le premier chapitre, je viens tout juste de le commencer, et au niveau de l'histoire, ce que je peux vous en dire, c'est un peu ce qu'il y a au dos de couverture, parce qu'avec un chapitre lu, on n'a pas énormément d'informations, mais on se trouve donc en août 1971, on est en Angleterre, et un bébé va être retrouvé dans les bois du manoir Foxcott. Et la famille Harrington, qui est endeuillée par une terrible tragédie, va recueillir avec joie la petite fille et décider de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Et des années plus tard, on a Sylvie qui veut éclaircir des zones d'ombre de sa vie, qui est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott, là où rien n'est tout à fait ce que l'on croit. Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler? Voilà, donc moi je trouvais cela assez intéressant et je lirai, je vous en dirai quoi la semaine prochaine. Le dernier que j'ai commencé, c'est évidemment celui-ci, la suite de la saga Blackwater dont je n'arrête pas de vous parler. On est ici au tome 5, donc c'est bientôt fini. J'ai le tome 6 qui m'attend, mais après, il n'y a plus. On est ici sur La Fortune de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint. L'ouverture, évidemment, avec toujours une aussi magnifique couverture. J'ai commencé, je suis au second chapitre, page 41. C'est des petits livres qui font en général aux alentours de 250 pages. Oui, il y en a 251, donc toujours la même épaisseur, le même nombre de pages environ. Et je sais pas trop vous en dire, mais voilà, je suis super contente de retrouver la famille Casquet et de poursuivre les aventures de cette famille, les aventures de se retrouver juste cette ambiance à Perdito en Alabama et de poursuivre. Donc je vous en dirai quand il sera fini, et ce sera fini extrêmement vite évidemment parce que de 1 c'est bien, de 2 ça se lit vite et de 3 j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, c'est tout pour mes lectures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.